L'automne dernier, je suis parti en voyage en Europe. J'avais rien de prévu. J'avais seulement un workaway qui m'attendait pour mes 2 premières semaines. Après ça, je savais pas qui j'allais rencontrer, je savais pas ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire un film. Quand je suis arrivé là-bas, par contre, j'ai réalisé que le projet était trop ambitieux, surtout que je voulais vivre le voyage à 100%. Mais j'ai quand même pris des footage de tout ça. Alors, j'ai fait un petit carnet de voyage pour moi, mais aussi pour tout le monde qui ont été là durant cette trip-là, puis il y a du monde là-dedans qui sont encore en trip. Euh, je veux juste vous dire merci d'avoir participé à ce moment-là de ma vie. Puis bon visionnement. Mon été gaspésien vient de se terminer. Il m'en a mis plein la vue. Mais j'en veux encore. Je renoue maintenant avec le soleil de ma ville natale. En marchant dans les rues de la ville, je souris naïvement. J'ai ce drôle de sentiment quand vous savez que l'aventure qui vous attend vous changera à tout jamais. Je vagabonde dans les ruelles qui m'ont vu grandir, une bière à la main. J'attends le jour du départ. Aujourd'hui, je dois me l'avouer. Je réalise que je suis reconnaissant d'être de cette époque où voyager est aussi accessible. Dans 2 semaines, je décolle pour aller rencontrer Claudio, en Italie, ou plutôt Claudio, mon hôte lors de mon premier workaway. C'est tout ce que je sais, et c'est tout ce qui compte. Pourquoi les premières fois sont toujours aussi incroyables? J'ai toujours adoré me retrouver dans de nouveaux lieux. J'ai probablement la nostalgie des débuts. Ce besoin viscéral de vivre tout à fond. Faut que je prenne le train, faut que je me rende à mon hostel. Ça y est, je suis en Europe et je suis seul. La première chose que je fais, c'est me commander un expresso. Cette mission, aussi banale qu'elle puisse paraître, me donne toute la confiance que j'ai besoin pour trouver mon hostel, ou ce que je pensais qui était un hostel à ce moment. C'est creepy, je suis dans une petite elevator, genre. C'est 1 mètre par 1 mètre, c'est fucked up. Je suis à Rome pour seulement 2 jours, et pourtant mon premier 48 heures m'offre des aventures que je n'osais même pas m'imaginer. On m'avait dit comment les Italiens étaient chaleureux, mais pas à quel point. Ce soir-là, il pleut. Le propriétaire du restaurant dans lequel nous avons simplement commandé une bouteille de vin nous rapporte à la maison, après nous avoir nourris et abreuvés. Le lendemain matin, je me réveille, incrédule. Il est déjà temps de partir. On m'attend. Pour être honnête, je suis de ceux qui n'aiment pas rechercher les endroits avant d'arriver. J'aime être surpris et peut-être même désorienté un peu parfois. Ischia est une île volcanique qui se trouve dans le golfe de Naples. L'histoire est omniprésente sur l'île de 47 km². Des vestiges romains au château médiéval aragonais, construit sur un amas de roches qui, je ne sais trop comment, tient encore debout. L'île est un oasis d'agriculture et de produits de la mer. Chaque matin, les pêcheurs partent à la recherche de précieux fruits de mer et de poissons. Pour les 2 prochaines semaines, accompagné de Jackson, un jeune voyageur américain, nous habiterons en haut de notre hôte Claudio, dans un appartement qui, à mon arrivée, me coupe le souffle. Ça m'a pris un moment avant de comprendre, mais le but de ce workaway n'a jamais été les vidéos que j'avais promis à Claudio, mais plutôt une expérience. Le but, c'était de partager nos cultures et de vivre ensemble. Le tout en se dépassant physiquement.
Mes 2 semaines ici me confirment à quel point les Italiens sont généreux. Claudio nous montre comment cuisiner, selon les règles de l'art. Il nous fait découvrir chaque petit bijou bien caché de cette majestueuse île. Jackson se fait même des amis dans la communauté. J'ai vraiment ce sentiment d'y vivre réellement. Chaque jour qui passe, j'ai de la difficulté à croire ce que je suis en train de vivre. Mon séjour tire à sa fin. Je quitte demain Ischia, l'impression que tout est possible. Direction Naples, sans plan, j'attends de voir ce que la vie mettra devant moi. Arrivé à Naples, je me pose sur le toit de l'Ostello Bello. Je m'assois sur la terrasse, admirant toute la liberté devant moi. Nous sommes le 31 et apparemment les Italiens fêtent aussi l'Halloween. Ce soir, c'est la fête. Ce soir-là, je me lie d'amitié avec Patricia, une Indonésienne qui, faute de visa, a dû quitter sa vie aux États-Unis pour trouver un travail ailleurs. D'un simple coup de tête, nous partons explorer les îles avoisinantes. À ce moment, les montagnes m'appellent et je lui propose de partir en direction de Lake Garda, qui se trouve aux portes des Alpes italiennes. On m'avait dit qu'il y aurait peut-être de la neige, mais c'est tout le contraire. On dirait encore qu'on est en été. Avec notre voiture de location, on part explorer les routes qui sillonnent les montagnes avoisinantes. Ce moment est pour moi bien spécial. C'est la première fois depuis le Yukon que je me retrouve dans les montagnes. L'endroit où nous restons est géré par un groupe de femmes russes qui organisent des buffets en compagnie d'étrangers venus des 4 coins du monde. Ce soir-là, nous sommes accompagnés d'une famille israélienne qui célèbre le départ de leur fils pour l'armée. Il a 18 ans. Je réalise que malgré toutes les différences qui nous séparent, nous sommes tous des êtres très semblables, en quête des mêmes choses. Comme par exemple, trouver notre place. C'est ma première fois dans les montagnes après le Yukon. Je suis tellement bien. Ça me fait réfléchir, genre, c'est où je veux vraiment être, c'est où je me sens bien. Il y a quelque chose avec les montagnes. Je sais pas si je vais pouvoir m'en passer ever, honnêtement. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis parti. Le temps semble avoir ralenti. Entre-temps, un collectif artistique d'Espagne et moi sommes rentrés en contact. Ils organisent une fête pour leur 10e anniversaire et ont besoin d'un coup de main. Je pars donc pour l'Espagne, mais mon premier stop sera à Barcelone, une ville qui a toujours été mythique pour moi. Un endroit, il y a quelques mois, que je pensais toujours hors d'atteinte. Les murs usés par le temps semblent avoir vu passer 1000 vies, 1000 histoires que je ne connaîtrai jamais. Ici, personne ne semble pressé. À toute heure de la journée, les gens sont dans les rues. Ils font la fête, ils mangent. La vie semble si facile. Partout, je vois mes confrères en rollerblade, glissés comme des armes libres. Et je dois me l'avouer, je suis complètement sous le charme. Encore une fois, je serais resté plus longtemps. Mais je dois aller rejoindre Sarah, une Italienne qui nous accompagnera lors du Workaway près de Calatayud. Lucia vient nous chercher à la gare. C'est la nuit, nous ne voyons presque rien. Je m'endors instantanément. Le lendemain, nous nous réveillons. La lumière du jour relève un petit village de pierre et des champs à perte de vue. Wow!
La communauté ici est tissée serrée. Faute de commerce, un homme fait la tournée des rues avec le pain frais. Pour un court instant, je me réconcilie avec le monde moderne. People in the village. That's awesome. Sarah, Bella et moi nous lions d'amitié. Si différents, et encore une fois, si semblables. Sarah ne parle pas anglais, seulement italien et espagnol. Elle a tout quitté, en quête d'une vie plus authentique. Bella, quant à elle, vient de Russie. Elle a quitté son pays après le déclenchement de la guerre, par peur de représailles, parce que celle-ci s'y oppose catégoriquement. Bella est un artiste. Durant notre séjour, elle m'introduit même à l'animation. Au courant de la semaine, nous aidons notre incroyable hôte Lucia à organiser une fête qui souligne le 10e anniversaire de son organisme, Pueblos en Arte, qui prendra place dans une semaine. Une chose est sûre, les Espagnols savent comment profiter de la vie. Malgré la barrière de la langue, j'arrive à participer aux conversations. Ça me confirme que la communication est intrinsèquement liée aux émotions. Quel cadeau de pouvoir communiquer avec presque n'importe qui. Je suis profondément touché par la candeur des gens qui vivent ici. Simplement, ils aspirent à faire de l'art et vivre heureusement. J'en garderai définitivement un souvenir indélébile. À ce moment dans mon périple, je ne sais trop où aller. Mais étant moi-même un enfant du Nord, je dois savoir la réponse. À quoi ressemblent les pays nordiques de l'Europe en hiver? Je pars donc en direction du Nord. Mon premier arrêt sera Lyon. Ensuite, j'irai dans une autre ville qui marque l'imaginaire, Amsterdam. Arrivé à Lyon, le clash est frappant. La température a chuté et l'air est humide. L'ambiance joviale du Sud fait place à la méfiance occidentale. Mais pourtant, je rencontre encore de nouveaux amis. Cette fois-ci, Odin, le bartender d'un petit bar sportif, est attendri par mes origines québécoises. Il me présente deux de ses amis qui m'offre d'aller découvrir un des bons bouchons lyonnais. Et même si le budget commence à être vraiment serré, qui suis-je pour refuser une invitation comme celle-ci? Nice. Là, du coup, j'ai les deux entrées dans le coup, là. J'arrive maintenant à Amsterdam. Je comprends tout de suite pourquoi on la surnomme la ville du vélo. Tout est désigné pour le transport à vélo, et je dois dire, c'est pas mal impressionnant. Amsterdam est moderne, mais froide. Pour une des premières fois, je me sens seul et insignifiant. L'art est partout. J'ai le sentiment qu'ici, il faut avoir les contacts locaux pour traverser la frontière entre le monde des touristes et le monde underground de la ville. La ville me donne une leçon d'humilité. Les prix sont exorbitants et je n'ai d'autre choix que de partir. Ma saison de travail arrive à grands pas et je dois trouver un billet pour revenir. Je trouve un billet qui part de Lisbonne. C'est le moins cher. Je pars donc pour le Portugal avec un arrêt dans la ville des Lumières, Paris. Pour une raison que j'ignore, je n'ai jamais été certain de vouloir m'arrêter à Paris. Mais au début du voyage, j'ai rencontré Leila sur Ischia. Elle y vit depuis longtemps. Je décide donc de lui rendre visite. Durant mon court séjour, elle me montre un Paris où il fait bon vivre. Nous marchons dans les rues qu'elle connaît par cœur. Il y a des marchés publics qui, le week-end,
pousse un peu partout dans la ville. Il fait froid, mais les gens sortent et dansent. Une chose est sûre, Paris est très vivante. Sans le savoir, j'assiste à un moment bien spécial. Parce que, après ma visite, Leila a quitté Paris. Elle a tout vendu et est partie en Colombie. À la poursuite du bonheur, elle a décidé de suivre son cœur, malgré toutes les incertitudes qu'un tel changement peut apporter. Encore une fois, les personnes que je rencontre m'inspirent profondément. C'est maintenant l'heure du dernier arrêt, Porto, Portugal. Quand j'arrive à Porto, il fait beau. Après seulement une soirée, je décide d'annuler mon séjour à Lisbonne pour rester ici le plus longtemps possible. L'hostel de Passenger où je réside est situé dans le bâtiment de la gare centrale, un site classé au patrimoine de l'UNESCO. L'ambiance est incroyable et je me lie rapidement d'amitié avec Diogo, un Brésilien, bénévole pour l'hostel, et Bart, un Néerlandais qui a adopté l'endroit il y a plusieurs années. La fin du voyage approche et naturellement, je repense à toutes mes aventures. Je réalise à quel point l'Europe est riche culturellement et combien j'ai été chanceux de vivre ce périple. Mais je n'ai pas le temps d'y penser trop longtemps, parce que ce n'est pas fini. Je rencontre la première personne du Québec depuis mon départ, Rachel. Nous sommes invités à un souper avec les élèves de Myriam, une professeure dans un lycée de France. Ce moment est riche en échanges. Et les jeunes sont curieux. J'adore ça. Au Portugal, les soirées commencent vers 23h. Juste à côté de l'hostel, un club underground n'ouvre que les samedis. Ce soir-là, je rencontre un Pakistanais et son ami du Mozambique. Ensemble, nous regardons le soleil se lever. Ces moments comptent-ils moins parce qu'ils sont éphémères? Je ne crois pas. Je suis obligé de m'avouer que tout est éphémère. Mais mon voyage me rappelle que l'aventure, c'est avant tout connecter avec les autres, apprendre et grandir. And now, it's time for me to let it go.